Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce chat, ce webinaire qui a lieu, qui concerne le contrôle URSSAF. Donc, ce webinaire sera animé par Megan et moi-même. Alors, je sais bien que c'est pas poli, mais j'ai commencé par me présenter en premier et Megan va prendre la parole ensuite. Donc, je suis Pierre Camus. Je suis inspecteur du recouvrement à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais depuis de nombreuses années. Et à travers cette présentation webinaire, nous avons l'intention de démystifier le concept et de vous rassurer quant à son application. Mégane. Alors, je me présente, je m'appelle Megan. On sera également accompagné aujourd'hui de Marion et Alice, qui seront là pour répondre à vos questions sur le chat. Donc, au sujet du chat, il va être là en début de ce webinaire pour que vous puissiez nous dire si vous nous entendez bien, si tout se passe bien, que vous voyez bien l'écran, que le PowerPoint défile correctement. Donc, voilà, on attend votre retour là-dessus. Et ensuite, cette page de chat va se fermer et vous allez avoir une page de questions-réponses qui va s'ouvrir auxquelles Marion et Alice, donc respectivement contrôleuse et inspectrice, vous répondront tout au long du webinaire. On sollicite d'ores et déjà votre indulgence, c'est notre première fois sur ce type de présentation, donc on fera de notre mieux. Sinon, pas d'inquiétude, le support sera téléchargeable à la fin du webinaire directement en ligne. Donc nous allons commencer le webinaire. Alors, on vous emmène dans la présentation du contrôle URSSAF, mais préalablement, avant de développer ce qu'est le contrôle URSSAF, il convient de préciser ce qu'est l'URSSAF. En fait, l'URSSAF, c'est un organisme qui récolte les cotisations et contributions de financement pour la protection sociale, pour les 4 branches de la sécurité sociale et pour le risque perte d'emploi, UNEDIC, Pôle emploi. Donc les 4 branches de la sécurité sociale sont la maladie, accident de travail, maladie professionnelle gérée par les caisses primaires d'assurance maladie, c'est le risque famille, c'est le risque vieillesse géré par la CARSAT, et enfin, c'est le risque majeur géré par Pôle emploi, c'est-à-dire le risque perte d'emploi quand un salarié a perdu involontairement son emploi. Donc, les cotisations et contributions ainsi recouvrées par notre organisme servent à financer les indemnités maladie quand un salarié est malade ou indemnités de maternité ou accident de travail, servent à financer les remboursements de soins quand le salarié a un souci de santé, et c'est également à financer les indemnités chômage quand le salarié est privé involontairement de son emploi. Les URSSAF, les cotisations des contributions également pour d'autres organismes, et je veux citer les autorités organisatrices de la mobilité qui financent des transports en commun dans les villes et métropoles, également le FNAL qui finance le logement social. Donc, le financement de la sécurité sociale est basé sur un système déclaratif qui a pour corollaire la sécurisation et le contrôle. Donc la sécurisation, on intervient en amont. En amont, c'est-à-dire qu'on va être là à vos côtés pour veiller à ce que vos déclarations soient faites correctement, c'est-à-dire notamment dans le respect des bonnes codifications, puisque chaque cotisation est assise sur un code. Et enfin, le contrôle va permettre de sécuriser le financement de la protection sociale en intervenant en aval pour s'assurer que les entreprises ont correctement déclaré les salaires versés. Mais dans tous les cas, la pratique de l'URSSAF, elle se base sur une action de conseil et d'accompagnement plutôt que de viser le seul but de la sanction. Alors, on vous parle donc de fiabilisation de l'assiette sociale. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est parce que vous êtes sur un système déclaratif, mais que déclare-t-on? L'entreprise, elle déclare des salaires sur lesquels sont calculées des cotisations et contributions qui viennent à garantir le financement de la sécurité sociale, donc par une action de vérification a posteriori. Qu'il soit sur pièce ou pièce, le contrôle permet de vérifier l'application des obligations en matière de cotisation et de contribution sociale. Le contrôle est également nécessaire car il faut qu'on assure une équité de traitement entre les cotisants. En effet, il faut garantir l'égalité de traitement entre les cotisants et les conditions d'une réelle concurrence. On vient donc rechercher notamment lors des contrôles des éventuelles infractions en matière de travail dissimulé ou de dissimulation d'emploi salarié. On vient aussi permettre de préserver les salariés dans leurs droits. Pourquoi? Parce que les droits sont basés sur des salaires qui sont versés par vous, les entreprises, et il y a un réel impact sur la vie des salariés. Par exemple, les retraites vont être calculées à la base des salaires qui ont été déclarés, mais également les droits au chômage. Le contrôle permet un échange privilégié entre le contrôleur ou l'inspecteur et vous.
Pourquoi? Parce qu'on est là aussi pour vous conseiller et pour prévenir des difficultés rencontrées lors de l'application en fait, d'une réglementation complexe. Et ça, on sait hein, que c'est complexe. Oui. Et aussi, on est là aussi pour vous disposer d'une interprétation écrite claire à propos d'une situation de fait. En effet, l'objectif est de s'assurer une relation reposant sur la confiance en privilégiant d'abord le conseil plutôt que la sanction. Donc, et inspecteur, on a vu que dans cette présentation, il y avait deux acteurs majeurs pour le contrôle, ce sont les inspecteurs et les contrôleurs. Donc, on va différencier ce qu'est l'inspecteur et ce qu'est le contrôleur. Donc, l'inspecteur, il fera des contrôles sur place, donc au sein de vos locaux, et le contrôleur fera des contrôles sur pièce en fonction des documents qu'il lui aura sollicités préalablement. Donc, il est quand même bon à savoir que les inspecteurs comme les contrôleurs sont tenus au secret professionnel, comme n'importe quel salarié de l'URSSAF. En effet, on est agréé par le directeur de la Caisse nationale des URSSAF, donc l'ACOS, qui est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Et de plus, on prête serment devant le tribunal d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication, comme des résultats d'exploitation, dont on peut prendre connaissance lors de l'exploitation des documents. Donc, l'avis de contrôle, qu'est-ce que c'est? En fait, le premier élément que vous allez recevoir lors d'un contrôle URSSAF, c'est ce qui nous est imposé par le Code de sécurité sociale, c'est l'envoi d'un avis de contrôle. Donc, l'avis de contrôle, le contrôle tout d'abord peut intervenir à tout moment de l'entreprise, mais l'URSSAF est tenu de vous informer 15 jours au minimum avant la première visite de l'inspecteur de son passage. Donc, dans cet avis de contrôle, qui est un document écrit, en général, enfin, une lettre recommandée même avec accusé de réception, vous y trouverez l'identité de l'inspecteur ou du contrôleur et vous y trouverez la liste des documents nécessaires pour que le contrôle se fasse. Donc, d'autres documents pourront néanmoins vous être réclamés au-delà de la liste, puisque la liste en elle-même n'est pas exhaustive, et il faudra donc, le moment venu, les fournir à l'inspecteur ou au contrôleur. Il convient de préciser que l'avis de contrôle ne concerne pas la lutte contre le travail dissimulé, puisque cette action-là a besoin quelque part de l'effet de surprise, de déceler la situation, sur le fait. Donc vous comprendrez aisément qu'il n'y a pas d'avis de contrôle dans cette situation-là. Et par ailleurs, l'avis de contrôle vous empêche d'avoir recours au rescrit social. Le rescrit social, on le développera un petit peu plus tard dans notre exposé. Donc, l'avis de contrôle sur pièce est signé par un contrôleur du couvrement. Donc là, on vous fait un petit focus donc, sur le contrôle sur pièce. Il va concerner les travailleurs indépendants et les entreprises employant de moins de 11 salariés. Il va être réalisé dans les locaux de l'URSSAF, donc à partir des documents que vous allez nous envoyer. Le contrôle sur pièce ne nécessite pas votre présence ni celle de votre représentant. Alors, deuxième focus, là, cette fois-ci sur les travailleurs indépendants. Alors, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans. Et la période varie toutefois selon si le contrôle est réalisé avant ou après le 30 juin 2019. Donc, avant le 30 juin 2019, nous vérifions 15, 16, 17. Après le 30 juin 2019, nous vérifions 16, 17, 18. Concernant le compte employeur des salariés, le contrôle porte uniquement sur la N-2, c'est-à-dire qu'actuellement nous sommes en 2019, donc nous contrôlerons uniquement 2017. Donc, l'avis de contrôle signé par l'inspecteur, il reprend la même architecture. Donc, le contrôle se fait sur place, donc dans les locaux de votre entreprise, et les documents et supports nécessaires au contrôle sont donc examinés dans vos locaux. Donc, le contrôle, c'est aussi une occasion d'échange et de dialogue avec l'inspecteur. C'est pourquoi votre présence, elle est vivement souhaitée en début et à l'issue du contrôle. Donc, vous pouvez, au cours de ce contrôle, être assisté par un conseil, en général votre expert comptable ou votre avocat, et il vous aidera dans le dialogue que nous aurons à l'occasion de ce contrôle. Donc, sur quoi porte le contrôle sur place? Le contrôle porte sur les cotisations et contributions qui ne sont pas prescrites, étant précisé que la prescription se fait sur 3 ans. Donc, ce qui veut dire qu'en 2019, actuellement, nous contrôlons les années 2016, 2017 et 2018. Enfin, en cas de travail dissimulé, eh bien, la prescription passe de 3 ans à 5 ans. Alors, la question qui nous est très souvent posée quand on arrive en entreprise, c'est d'accord, un contrôle, mais pourquoi moi? Alors, on va vous rappeler que parce que toute personne morale et physique, au-delà de cotisation ou dans l'obligation de remplir des déclarations sociales, peut faire l'objet d'un contrôle. Concrètement, nous venons concrétiser l'équité de traitement. Mais la question à laquelle on est souvent confronté, c'est comment se passe un contrôle?
Donc, pour tenter d'y répondre préalablement, avant même que nous soyons dans vos murs, on vous conseille d'aller consulter la charte du cotisant disponible sur notre site. Et la charte du cotisant vous informe de vos droits et obligations tout au long du contrôle. Elle rappelle également les différentes étapes du contrôle URSSAF, c'est-à-dire de l'envoi de l'avis de passage, le contrôle en lui-même, jusqu'aux documents qui seront générés par la suite, qu'on verra à l'issue de notre exposé, au cours de notre exposé. Cette charte, elle est consultable sur notre site ou elle est consultable sur le lien que vous avez sur le support que vous avez communiqué. Donc maintenant, il faut savoir donc, combien de temps dure un contrôle. Alors la durée de contrôle. Pour donc, les travailleurs indépendants et les entreprises de moins de 20 salariés, le contrôle ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à 3 mois, entre la date de démarrage mentionnée dans l'avis de contrôle, donc c'est la date à laquelle nous allons venir pour la première fois dans notre entreprise, et la date de la lettre d'observation. Sur demande expresse de votre part ou de celle de l'URSSAF, la période peut être prorogée une fois. Donc, c'est-à-dire 3 mois plus 3 mois. Pour précision, la limitation de la durée de contrôle n'est pas applicable lorsque une situation de travail dissimulé est établie. Pierre, maintenant, va vous évoquer quels documents vous devez préparer pour notre venue lors du contrôle. Donc, les documents sont de plusieurs natures. Donc, il y a tout d'abord les documents sociaux. On y trouvera les DSN, les bulletins de paie, les dossiers du personnel, les documents comptables. Alors, je vais évoquer à travers ça les bilans, les balances, les grands livres, les documents fiscaux, c'est-à-dire les liasses fiscales, les avis d'imposition pour les travailleurs indépendants, et enfin les documents juridiques. On y trouvera les statuts, les transactions et éventuellement les éventuels accords d'entreprise. Le cas échéant, la liste n'étant pas exhaustive, elle est juste indicative, le contrôleur ou l'inspecteur pourra réclamer également des factures, des notes de frais, des conventions de stage et tout autre document qu'il juge utile pour mener à bien ses investigations. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que se passe-t-il à la fin du contrôle. Le contrôle va pouvoir aboutir sur 3 cas différents. Premier cas, on va simplement constater une bonne application de la législation. Et voilà, on vous dira juste que tout est bien fait et vous recevrez un courrier en ce sens. Deuxième possibilité, vous pouvez recevoir ce qu'on appelle une observation pour l'avenir. Donc, pas de points chiffrés, que ce soit en votre faveur ou en votre défaveur. Troisième possibilité, vous allez recevoir une régularisation en votre faveur, ce qu'on appelle un crédit, ou en la faveur plutôt de l'URSSAF, ce qu'on appelle un débit. Il convient quand même de préciser que l'URSSAF ne pourra pas vous contrôler plusieurs fois sur un même point à contexte identique sur une même période. En effet, donc, pas de redressement sur des éléments déjà contrôlés et non pas de à observation si la situation ou la réglementation de soi n'a pas changé et si l'URSSAF s'est prononcé en toute connaissance de cause. À l'issue des investigations menées dans votre entreprise ou à distance par le contrôleur, enfin non, je veux dire surtout à l'issue de l'action menée par l'inspecteur dans votre entreprise, il y aura un entretien de fin de contrôle. Et donc cet entretien repose sur un dialogue permanent au cours duquel l'inspecteur vous expliquera les anomalies qu'il a relevées et pourquoi lui les considère comme anomalies. Donc vous pourrez donc à cette occasion faire part de vos interrogations, de votre désaccord éventuel, voire de demander des compléments d'information. Vous pourrez aussi avoir des précisions sur ce qu'est la période contradictoire. Et l'inspecteur pourra ensuite évoquer les recours possibles en cas de désaccord. L'entretien de fin de contrôle pouvant se faire de visu, en face à face, ou à distance, par visioconférence, ou par téléphone. Alors, donc, vous allez, une fois les conclusions faites, comme l'a dit Pierre, par téléphone ou à la fin du contrôle dans votre entreprise, recevoir ce qu'on appelle la lettre d'observation. L'inspecteur comme le contrôleur vont vous transmettre les conclusions via cette lettre d'observation. Cette lettre est forcément datée et signée. Le document va mentionner des observations chiffrées et non chiffrées relevées pendant le contrôle. Donc, non chiffrées, ce sera les observations pour l'avenir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour chaque motif, la lettre d'observation détaille les considérations de droit et de fait, le mode de calcul et les montants de redressement. De plus, la lettre d'observation a des éléments de mention obligatoires que sont l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, encore la date de contrôle ou surtout la mention du délai de temps dont vous disposez pour faire part de vos remarques. Donc la lettre d'observation, elle mentionne la période contradictoire pendant laquelle vous pouvez faire à l'inspecteur part de vos remarques, c'est-à-dire votre désaccord partiel ou total sur un ou plusieurs points. Vous avez la possibilité de proroger au cours de cette période de 30 jours le délai pour une autre période de 30 jours également, afin d'avoir plus de temps pour faire face
aux observations qui vous ont été formulées initialement par l'inspecteur. Donc, dans le cadre de cette période contradictoire de 30 jours, voire de 60 jours, l'inspecteur a l'obligation de vous répondre par écrit et de se positionner sur chaque argument, sur chaque point sur lequel vous avez exprimé un désaccord. Donc, l'inspecteur doit vous répondre de façon circonstanciée en expliquant ce pourquoi il maintient ou il accepte votre point de vue. Et en fonction de cela, il doit donc modifier totalement ou partiellement le chiffrage établi au regard des compléments d'information que vous lui aurez communiqués. Donc, à l'issue de ces échanges, donc à l'expiration de la période contradictoire de 30 ou 60 jours, l'inspecteur transmettra son rapport de contrôle accompagné de votre lettre de réclamation, en quelque sorte, de la lettre d'observation et de sa réponse à l'organisme. L'organisme, après, vous adressera la mise en demeure. Sachez que tout ce qu'on vient de vous expliquer, vous allez retrouver le support que vous pouvez télécharger à la fin du contrôle, un tableau qui synthétise vraiment tout ce qu'on vient de vous dire. Donc voilà, pas d'inquiétude si ça vous paraît un peu complexe et long, vous aurez vraiment un détail synthétique via un petit tableau. On y retrouve les délais, on y retrouve tout ce qu'on... Alors, une fois que vous avez donc reçu cette lettre d'observation, s'il y a eu aussi une réponse d'observation, vous pouvez recevoir également d'autres courriers par ça. Si l'application d'ajustation a été correcte par votre entreprise, vous n'allez rien recevoir de supplémentaire. Vraiment, ce sera terminé. En revanche, si vous avez reçu si vraiment vous avez reçu une observation sans régularisation chiffrée, donc une observation pour l'avenir, vous allez recevoir ce qu'on appelle une décision administrative qui confirme la position. Vous devrez alors vous conformer pour la suite à la décision prise par l'URSSAF. Si vous avez eu une régularisation, cette fois-ci, vous allez recevoir un document qui s'appelle la mise en demeure. Cette fois-ci, là, il faudra donc régler le montant sous 30 jours afin de limiter le montant de majoration de retard. Et vous pouvez également solliciter un délai de paiement en cas de difficulté de votre entreprise via soit le site ursaf.fr, soit par le courriel contact.ursaf.fr. Si en revanche c'est un solde créditeur, donc cette fois-ci en votre faveur, vous allez recevoir ce qu'on appelle une notification de crédit. Donc celle-ci va vous rembourser dans les 4 suivant la notification de crédit. Si vous n'êtes pas redevable de cotisation dans la gestion de courant de vos comptes, alors le crédit suite à contrôle sera imputé sur les sommes dues. Pour répondre à la question de Dominique que je découvre sur le chat, en fait, question-réponse, pardon, que faire en cas de difficulté de paiement pour faire face à la créance que me réclame l'URSSAF, réclamée par l'URSSAF? Eh bien, en premier lieu, le premier conseil qu'on va formuler, c'est de payer les cotisations patronales. Car si éventuellement il y a remise de délai, il y a accord de délai, elles porteront essentiellement sur les cotisations salariales. Donc, en premier lieu, il faut d'abord régler les cotisations salariales. J'ai peut-être dit l'inverse, j'insiste, il faut d'abord régler les cotisations salariales et l'échelonnement pourra se faire éventuellement sur les cotisations patronales, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos. Les majorations de retard continuent à courir, donc il est important de régler au plus tôt afin de les faire cesser. Et enfin, vous avez la possibilité de contester, de faire un recours devant la commission de recours amiable dans les 2 mois suivant la mise en demeure ou la décision administrative. Si vous n'avez pas saisi la commission de recours amiable, eh bien, la somme réclamée devient définitive et ça vous prive de recours devant le tribunal des affaires, devant le tribunal d'instance. La procédure devant la CRA, commission de recours amiable, elle est gratuite, elle se fait par écrit et vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à un avocat. Alors, fiabiliser les pratiques en amont, c'est possible, en effet. Vous pouvez appliquer ce qu'on appelle le rescrit social. C'est une procédure donc, codifiée qui ne concerne que certains thèmes attention, l'épargne salariale, les frais professionnels ou encore la retraite à la prévoyance. Ça permet la validation de la pratique de votre entreprise par les URSSAF. Attention, sauf changement de législation ou de situation de fait, la réponse apportée par l'URSSAF sera opposable pour l'avenir. Donc, le rescrit est encadré par un formalisme assez précis. Si vous ne voulez pas passer par le rescrit, vous pouvez aussi sécuriser vos pratiques en envoyant directement votre question juridique, alors soit par courrier à l'adresse de l'URSSAF de Lille, soit par mail sur contact.ursaf.fr. Alors attention, il faudra bien écrire votre question, en expliquant en détail la situation, et notre réponse sécurisera juridiquement votre situation. Enfin, il y a encore un outil pour sécuriser et fiabiliser en amont vos données, c'est le diagnostic conseil. Alors, qu'est-ce que c'est que le diagnostic conseil? C'est un cotisant qui demande à ce que l'URSSAF vienne contrôler un point précis
mis en œuvre dans sa société, un point précis de législation. L'URSSAF viendra l'auditer sur ce point, et si des erreurs sont décelées, il n'y aura aucune sanction financière de réclamer. Et les conclusions de l'examen de ce point seront opposables à l'URSSAF tant que les conditions de droit ou de fait n'auront pas changé. Et elles seront opposables également jusqu'au prochain contrôle qui prendra position sur le point en question. Alors, on en a parlé en tout début de séminaire, mais il y aura également aussi un livre blanc que vous pourrez télécharger. Donc, un livre blanc qui vient prendre les principaux motifs de redressement qu'on peut voir en fait au fil des contrôles. Il y a des motifs très récurrents qui reviennent vraiment souvent et sur lesquels on va venir vous apporter des petits points de méthode pour éviter justement de faire ces erreurs. Donc, il va donc attirer votre attention sur les principaux risques identifiés. Et vous allez donc retrouver dans ce livre blanc un ensemble de préconisations avec des textes de référence. Alors attention, les thèmes abordés ne sont pas exhaustifs et ne se substituent pas aux dispositifs de la sécurisation juridique que sont le rescrit dont on vient de parler ou la charte du cotisant contrôlé. C'est une façon en fait de profiter des erreurs des autres, en quelque sorte, un retour d'expérience. Donc, il convient aussi de signaler que des conseillers sont à votre disposition. Alors, par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h au 3957, sur rendez-vous en prenant contact sur notre plateforme Internet, et également sur rendez-vous physique le matin de 8h30 à 12h30, que ce soit à Lille ou à Arras. Enfin, vous pouvez découvrir nos offres de services gratuits pour embaucher ou gérer votre personne en toute simplicité sur notre site ursaf.fr. Alors, nous allons regarder s'il y a encore des questions à traiter en cours. Est-ce qu'il reste des questions qui n'auraient pas été solutionnées? Claudine A demande, pouvez-vous expliquer les rescrits? Alors, le rescrit, c'est une procédure codifiée par le Code de la sécurité sociale qui vous permet d'interroger l'URSSAF afin qu'elle prenne position et que cette position vaille jusqu'au prochain contrôle. Le rescrit, il existe déjà en matière fiscale, et l'âge du rescrit fiscal, il est limité à certains domaines que sont les frais professionnels, l'épargne salariale, les contrats de retraite et de prévoyance. Il doit y avoir un quatrième domaine, mais ce sont les trois principaux domaines auxquels s'applique le rescrit social. Il passe par une question écrite, et l'URSSAF a l'obligation de vous répondre dans un délai codifié. Et une fois que vous avez cette réponse, vous pouvez vous en prévaloir, car elle est opposable à l'inspecteur qui viendra vous contrôler. Donc, sachant que quand vous allez envoyer votre question à rescrit, il faudra préciser, mais de la manière la plus détaillée possible, la situation, afin de pouvoir vraiment valider une situation de fait pour qu'elle puisse valoir en fait par la suite. Oui. Une autre question? Alors, une autre question. Alors, est-il possible de vérifier les conclusions de l'inspecteur? Ou alors, je reprends. Vérifier les conclusions de l'inspecteur est-il un motif valable pour repousser le délai de 30 jours pour payer? Alors, si je comprends bien la question de Paul, c'est de savoir si, au regard des arguments formulés par l'inspecteur, je peux m'en prévaloir pour réclamer un délai supplémentaire de 30 jours. J'aurais tendance à dire oui et non. Oui, parce que peut-être que le point relevé par l'inspecteur est un point très technique qui nécessite chez vous des recherches complémentaires pour avoir des documents, parce que peut-être une transaction s'est égarée, peut-être des notes de frais ne sont plus immédiatement disponibles parce que vous faites solliciter un prestataire de service pour gérer vos archives. Donc toutes ces raisons-là sont suffisantes pour obtenir le délai de 30 jours. En général, il sera accordé si la demande est motivée par un motif sérieux, par un motif sincère. Voilà. Alors, la question a peut-être été aussi posée sous un autre angle. Alors, au cas où, comme ça, on aura répondu sur les deux aspects. Moi, je comprends la question autrement. Peut-être que vous nous demandez de vérifier les conclusions de l'inspecteur. On n'a peut-être pas été bien clair. Au moment où vous recevez la lettre d'observation, vous avez 30 jours en fait, pour vérifier les conclusions et nous apporter des éléments afin de pouvoir peut-être modifier le chiffrage de l'AEO, enfin, de la lettre d'observation plutôt. À la fin de ces 30 jours, c'est seulement à ce moment-là, donc une fois que vous aurez déjà pu vérifier les éléments de conclusion de l'inspecteur, qu'il faudra payer la mise en demeure. La mise en demeure intervient vraiment après ce premier délai de 30 jours. Donc, voilà, je ne sais pas sur quel point était posée la question, mais... Il faudrait qu'éventuellement Paul nous sollicite pour savoir s'il a besoin de précisions complémentaires au regard de la réponse qu'on vient de formuler. Alors, une autre question.
L. Donc la question de Adrien L. Dans quel cas le contrôle inopiné est-il possible? Alors, je pense qu'on a peut-être dit trop rapidement. Le contrôle inopiné se fait qu'en cas de lutte, que de détection de travail dissimulé. Ce qu'on appelle, en fait, il y a deux grandes familles de contrôle. Il y a le contrôle inopiné, qui recherche le travail dissimulé, et après, il y a le contrôle comptable d'assiette, qui cherche à vérifier la bonne application de la législation au regard des documents transmis par l'entreprise, c'est-à-dire les documents sociaux, les documents comptables, les documents fiscaux. Donc, il n'y aura jamais de contrôle inopiné sur un contrôle comptable d'assiette. Le côté inopiné ne vaut que pour préserver les notions de surprise et donc être plus efficient dans la lutte contre le travail dissimulé. Une autre question qu'on aurait, à côté de laquelle nous serions passés éventuellement? Alors, donc la question d'Alinka, confirmez-moi que je peux demander la prorogation de la période de contrôle. Pour quel motif? Alors, la prorogation de la période de contrôle, c'est-à-dire le, le déplacement dans le temps, je comprends comme le fait que la période contradictoire de 30 jours à l'issue du contrôle puisse être prolongée pour pouvoir avoir plus de temps, pour pouvoir mieux fournir mes arguments auprès de l'inspecteur. Eh bien, je pense avoir répondu à travers la question de Paul, mais c'est pas grave, on va le redire, c'est aussi l'intérêt, c'est que on pourra proroger cette période contradictoire si on a des arguments légitimes à faire valoir, tout simplement, une difficulté à rassembler les pièces, parce que la personne dans l'entreprise qui connaît la réponse est momentanément absent pour cause de maladie. Donc, dans tous ces cas-là, pour toute raison valable et sérieuse, la prorogation du délai de 30 jours de la période contradictoire sera accordée. Alors, il y a la question de Xavier F. Combien de temps dure le contrôle sur place? Donc, on va revenir sur ce point-là. Donc, on avait expliqué que pour les travailleurs indépendants et les entreprises de moins de 20 salariés, le contrôle ne pourra pas s'étendre au-delà de 3 mois, donc, sauf demande expresse de vous-même ou de l'URSSAF, de proroger une fois, donc maximum 6 mois. Sachant qu'on est rarement 3 mois dans votre entreprise. Nous allons venir à plusieurs reprises vous demander des documents et les investigations pourront également être continuées à distance ou au sein de votre entreprise si c'est plus simple pour tout le monde. Mais il n'y a pas de temps dédié sur un contrôle sur place. Il peut vraiment être variable selon la diversité de points de législation que vous pouvez aborder au sein de votre entreprise. Mais en tout cas, on ne pourra pas aller au-delà de 6 mois sur des entreprises de moins de 20 salariés. La question de Claudine, y a-t-il des règles qui diffèrent d'une caisse à l'autre en raison de leur indépendance? La question est juste à poser parce qu'effectivement, on pourrait se dire qu'au regard du nombre des URSSAF, elles sont plus de 100, eh bien, il peut y avoir plusieurs modes d'interprétation des textes. Alors, dans l'absolu, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une harmonisation de la pratique des règles pour que chaque entreprise soit traitée de la même façon. C'est d'ailleurs l'un de l'objet et l'un des buts du rescrit social, c'est de faire en sorte qu'on harmonise la mise en application des règles. Donc, on trouvera peut-être à la marge une différence de traitement, une différence d'appréciation, mais elle est vraiment marginale. Donc, on peut répondre à la question en disant qu'il y a une uniformisation quant à la mise en œuvre des règles du Code de sécurité sociale pour toutes les entreprises. Donc, il reste une question, est-ce que la régularisation suite à contrôle a un impact sur la réduction générale des cotisations dont je bénéficie? En fait, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet cascade. Donc, c'est de savoir si je réintègre une somme, si je réintègre dans l'assiette de cotisation, alors je suis un peu technique, mais si je remets dans les bases de calcul des sociales une somme, est-ce que ça va avoir un effet cascade sur ma réduction générale des cotisations? Alors, la réponse est non. C'est qu'on ne fait pas d'effet cascade. Et on ne viendra pas remettre en cause de l'intégralité de la réduction générale, même s'il y a d'autres erreurs. Enfin, Oui. la réduction générale, une fois qu'elle est appliquée, s'il n'y a pas de révolution, il n'y aura pas d'impact. Alors, la question de Jean-Luc B. Après un contrôle d'URSSAF, y a-t-il automatiquement un contrôle fiscal? Alors, non, pas du tout. Il n'y a pas d'automatisme. Alors, il faut faire tomber cette crainte, c'est qu'il n'y a pas de passerelle automatique entre nos deux institutions, entre l'URSSAF et l'administration fiscale. Il y a effectivement parfois des échanges d'informations, mais en très très grande majorité, le contrôle URSSAF ne voudra pas dire automatiquement un contrôle fiscal. Néanmoins, dans certains cas où il y aurait des abus manifestes de relevé, je pense à parfois à des abus de bien social ou
d'autres règles ou d'autres non-respect de règles, eh bien, nous, URSSAF, on communiquerait éventuellement à l'administration fiscale. Mais il n'y a pas d'automaticité. Moi, je retiens dans les questions le mot automatique. Le caractère automatique, je réponds non. Alors, Adrien L, existe-t-il une différence de traitement entre une fraude manifeste et une simple erreur? Alors, oui, oui, il y a une différence de traitement. Lorsqu'il y a fraude, nous, on notifie dans les pratiques qu'il y a fraude, ce qui peut avoir aussi un impact sur notamment la remise des majorations de retard qui peut se faire par la Et suite. même sur le calcul des majorations de retard, quand la bonne foi calcul. du cotisant n'est pas revenue, sont majorées, sont beaucoup plus fortes. Donc effectivement, la différence, l'impact se fera là, c'est à travers la notion de bonne foi. Si la bonne foi n'est pas reconnue, c'est-à-dire que si on est face à une volonté de tricher manifeste et démontrée, eh bien, les majorations de retard seront beaucoup plus fortes qu'en cas d'erreur sans volonté, sans qu'elle soit volontaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ça fait oui. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, ah si, petite question. La mise en œuvre de la DSN a-t-elle été l'origine d'erreurs? Alors, on est un peu en difficulté pour répondre à cette question parce que la DSN sur le terrain, on commence à la découvrir, puisque actuellement en 2019, nous contrôlons l'année 2018, l'année qui était la généralisation de la DSN auprès des plus petites entreprises. Donc, s'il y a eu des erreurs, c'est sur le mode déclaratif. Et en général, c'est parce qu'on s'est peut-être trompé de case, mais moi je vais répondre que non. En fait, j'ai pas pour l'instant, du peu de recul que j'ai sur la mise en œuvre de la DSN, parce que l'année 2019, on est en plein dedans, je n'ai pas encore constaté de nombreuses erreurs dans le mode déclaratif au niveau des déclarations faites par les entreprises. La plupart du temps, les entreprises ont réussi à faire des notes de régularisation en fin d'année, donc soit 2017, soit 2018, et donc ont réussi à récupérer, on va dire, les ratés de cours d'année. Donc, il n'y a pas eu principalement d'erreurs dues à la DSN. Alors, a priori, vigilance sur les bases chômage avec les changements de taux sur la DSN. Oui, qui ont changé en cours d'année. Voilà. Alors, le droit à l'erreur n'est-il réellement valable qu'une seule fois? c'est le même sujet sur le même point, dans des situations identiques. Alors oui, le droit à l'erreur ne sera valable qu'une seule fois. C'est un peu la même idée que ce qu'on a expliqué précédemment. Lorsqu'on vérifie, si la situation reste inchangée, la législation reste inchangée, à contexte identique. Tout est à contexte identique. Alors oui, le droit à l'erreur ne sera valable qu'une fois. Alors, on espère avoir répondu à vos questions, avoir levé un peu de mystère autour du contrôle URSSAF, faire en sorte que maintenant il ne soit plus redouté, mais que vous le viviez un peu comme l'action d'audit. Nous, on était contents d'animer ce webinaire. Et deux petites questions sont revenues. Alors, on a la question de Corélo. Alors, j'ai pas la question de lancer par contre. Êtes-vous si un licenciement est justifié ou non? Alors, donc non, ce n'est pas de notre compétence, hein, c'est du droit du travail. Nous, on va venir simplement vérifier si, alors attendez peut-être la fin de la question, ou non, un inspecteur a considéré un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour soumettre à charge des indemnités. J'ai toujours pas la fin. Les indemnités c'est totalement non subjectif, en fait. D'accord. Sans jugement. Des indemnités sans jugement. En fait, la question, c'est de savoir si l'inspecteur du URSSAF est à même d'apprécier la nature du licenciement. Donc, le caractère même du licenciement, non, c'est vraiment du droit du travail. Alors nous, ce qu'on peut venir vérifier, par contre, c'est les montants qui ont été versés et voir s'ils sont en corrélation avec les montants qui devaient être faits soit par la convention collective, soit par la loi, et s'ils ont été soumis à charge correctement. Et le cas des transactions, ce qui pose régulièrement problème sur les contenus de transactions, mais la remise en cause du fondement du licenciement, non. Clairement, c'est pas notre compétence. Une question de Claudine A. En 2020, vous devenez collecteur de la formation continue. Il est question que Pôle emploi revienne son propre collecteur. Alors, c'est vrai qu'on est sur une logique où les URSSAF vont devenir le centralisateur des différentes cotisations. Donc, je n'ai pas entendu parler que les cotisations Pôle emploi reviennent à Pôle emploi. C'est pas du tout dans la logique dans laquelle on est, dans le dynamisme dans lequel on est, dans lequel on s'inscrit. Et
puisqu'il est confirmé par le fait qu'on va recouvrer d'autres cotisations à terme. Voilà, je vais rien ajouter sur ce point. Du coup, on va quand même vous présenter nos collègues hein, qui ont été en back-office pendant toute la session. Alors, on va faire venir Marion et Alice qui nous ont été précieuses et qui ont répondu à toutes les questions posées par vous. Alors, je vous en prie. Donc, Alice. voilà, donc les 4 acteurs de ce webinaire. On espère que ça vous a plu, on espère qu'on a répondu à vos questions, qu'on a été efficace et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous le 26 septembre. 26 octobre, pardon, oui, puisque c'est sur aujourd'hui. le comité d'entreprise. Voilà. Voilà, on vous remercie. Merci. Merci.